Il existe un certain nombre d'amalgames que je me propose de partager avec vous pour tenter de les déconstruire lorsque l'on pense à l'autorité. Souvent, on envisage l'autorité à travers l'aspect médiatico-politique et dans les médias, on s'intéresse très fréquemment à la dimension traditionnelle ou à la conception traditionnelle de l'autorité. Et à ce titre, il y a un certain nombre de confusions que l'on est tenté de faire lorsque l'on parle d'autorité. Ce que nous dit Hannah Arendt, pour commencer, et c'est une idée possiblement contre-intuitive quand on n'a pas réfléchi un peu à la question, c'est que l'autorité, ce n'est pas l'interdiction. Tout à l'inverse, l'autorité, c'est l'autorisation. Parce que autoritas provient du verbe augere, et ce verbe, c'est autoriser. Autoriser l'autre à agir. Mais ne pas l'autoriser à agir n'importe comment. L'autoriser à agir dans un cadre protecteur, délimité par un adulte, par un enseignant, pour permettre à l'enfant d'évoluer et de trouver un certain nombre de repères pour grandir. Ce qui veut dire que l'autorité a vocation à autonomiser l'individu. Le rapport d'autorité que je construis avec un enfant vise à le faire grandir et doit lui être profitable pour qu'il puisse à terme s'émanciper. L'autorité n'est pas l'enfermement, n'est pas l'interdiction. Premier amalgame, première possible déconstruction. Deuxièmement, l'autoritarisme n'est pas l'autorité. Et je serais même tenté de dire l'inverse. Un enseignant, par exemple, qui se montre autoritaire, a généralement tendance à pallier un défaut d'autorité. Lorsque j'exerce une autorité, je n'ai pas besoin de me montrer autoritaire. Je me montre autoritaire lorsque je suis dans l'incapacité de faire autorité sur autrui. Je me montre autoritaire lorsque j'échoue à exercer une influence positive sur autrui, pouvant lui permettre d'obéir, d'agir dans le respect des règles et du cadre que je fixe. L'autoritarisme est donc une facette de l'autorité qui ne se confond pas avec l'autorité. Jacques Pain et Fernand Houry disent à ce propos: celui qui fait autorité n'est pas autoritaire, c'est la compétence qui fait autorité et les enfants ne s'y trompent pas. Et je reviendrai sur cette notion de compétence car bien évidemment dans les métiers qui sont les nôtres, elle fonde l'intervention de l'enseignant et la possibilité d'être reconnu par les élèves comme un éducateur légitime. La possibilité d'être reconnu par les élèves comme celui qui est détenteur d'un savoir, d'un certain nombre de compétences dans une perspective de transmission culture. Bruno Robb, à ce titre, qui est un chercheur en sciences de l'éducation qui a beaucoup travaillé sur l'autorité, envisage 3 formes distinctes d'autorité. Il dit: il existe dans un premier temps une autorité autoritariste que l'on peut repérer chez certains enseignants. Ces enseignants se placent dans ce qu'il appelle la sphère de la contrainte et de la soumission. D'une certaine manière, ce sont des enseignants, dit-il, qui confondent pouvoir et autorité, qui confondent donc obéissance et soumission. J'y reviendrai tout à l'heure, mais la distinction simple que l'on peut faire, c'est que la soumission est une obéissance inconditionnelle, alors que ce qui fonde même l'obéissance, c'est la possibilité de désobéir à tout instant. Obéir, c'est aussi pouvoir désobéir. Lorsque je suis soumis, je suis sous l'emprise de l'autre. L'autre exerce une emprise sur moi. Et cette emprise est telle que l'obéissance devient inconditionnelle. Or, l'école est tout sauf un lieu où l'emprise doit s'installer. L'école est un lieu où le sujet élève doit rester libre d'agir parce qu'il est libre de droit et parce qu'il est libre de penser. Donc, cette première forme d'autorité, dite autorité autoritariste, disqualifie éthiquement, d'une certaine manière, l'intervention ou le geste de l'enseignant. Deuxième catégorie, Bruno Robb parle d'autorité évacuée. Et il dit, cette deuxième catégorie se situe
dans la sphère de l'autonomie-liberté. Elle est repérable lorsque les enseignants se cachent, n'interviennent pas, ne rétablissent pas les règles qu'ils sont censés rétablir pour permettre aux élèves d'agir collectivement dans le respect de l'intégrité de chacun. Lorsque des enseignants, finalement, sont complètement dans l'incapacité d'exercer la responsabilité qui est la leur, d'exercer la mission qui est la leur. Et lorsque les enseignants confondent deux choses, l'autorité d'un côté et l'accès à l'autonomie de l'autre, en partant du principe que, et dans les années 70 par exemple, il y a un certain nombre de courants pédagogiques dits anti-autoritaires qui se sont développés en suivant cette idée, en partant du principe que l'autorité peut être un fléau d'une certaine façon car elle entrave la liberté du sujet. Cette autorité-là, oui. En revanche, à mi-chemin, entre ces deux pôles, il existe, et je vous propose d'y réfléchir ce soir, ce que l'on peut appeler une autorité éducative. C'est-à-dire une modalité particulière d'exercice de l'autorité dans la sphère de l'éducation. Et cette autorité éducative, elle consiste, en tant qu'enseignant, à exercer une influence positive sur l'élève dans la perspective de l'aider à se construire et à s'émanciper, sans jamais faire recours à la violence ou à la soumission, pour permettre néanmoins à un sujet, libre de droit, de grandir et d'agir dans le respect d'un cadre normatif donné. Et je vous propose d'investiguer ce que l'on entend par autorité éducative, de chercher à préciser les contours de l'autorité éducative, de voir de quoi elle est faite. Je vous le disais tout à l'heure, l'obéissance à l'autre n'est pas la soumission, et je vous propose un extrait de Mireille Sifali, clinicienne, qui a beaucoup travaillé sur la notion de lien et la notion de cadre. Et elle dit quelque chose qui me semble absolument important à avoir en tête pour penser justement à la distinction que l'on peut faire entre obéissance et soumission lorsqu'elle parle de la dépendance. Mireille Sifali dit la chose suivante: la dépendance à l'adulte n'est pas un mal. La dépendance à l'adulte lorsque l'on est enfant n'est pas un mal. Cette dépendance, si elle est passagère, elle n'est pas antinomique de la construction de soi. Ce n'est pas parce que je dépends de l'autre que je suis faible. Ce n'est pas parce que je dépends de l'autre, d'une certaine manière, que je ne suis pas en capacité de me construire et de me réaliser. Les enfants sont dépendants des adultes. Les élèves sont dépendants des enseignants pour construire un certain nombre de savoirs leur permettant de s'affranchir de leur ignorance momentanée. Donc, la dépendance est nécessaire à la construction d'un lien, et ce lien, il peut se réaliser à travers le processus d'autorisation de soi que permet l'autorité. Peut-on grandir sans obéir? Accepter qu'un autre vous guide dans ce que vous ne savez pas. Nous avons tant décrié la position de dépendance, nous avons tant mis en avant la valeur d'autonomie que l'obéissance n'a pas bonne presse. Pourtant, il n'y a pas d'antagonisme entre obéissance et liberté. En d'autres termes, ce sont deux notions que l'on a très fréquemment tendance à opposer, ne serait-ce que conceptuellement dans l'imaginaire collectif, alors que ces deux notions, en réalité, sont deux faces d'une seule et même pièce. Pour être libre, il faut d'abord apprendre à obéir. C'est ce que dit Emmanuel Kant, par exemple, dans ses réflexions sur l'éducation. Il dit que la contrainte est vertueuse car elle seule permet l'accès à la liberté. Il n'y a pas d'accès à la liberté possible si il n'y a pas de contrainte préalable. C'est parce que j'apprends à me contraindre et parce que cette contrainte construit le rapport subjectif que j'entretiens à la norme, que j'ai la possibilité, en tant que sujet, de m'émanciper, de m'affranchir et de me libérer. Ce qui veut dire que l'obéissance et la liberté sont en réalité à l'interface d'une dialectique qui rend possible la construction du lien d'autorité. Alors, justement, je vous propose une définition qui résume un peu ce que je viens de dire
Hannah Arendt dit, dans La crise de la culture, l'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. L'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Parce que dépendre, ce n'est pas avilir, ce n'est pas aliéner, c'est une condition passagère et nécessaire à la réalisation de soi. Ce qui veut dire que l'autorité, elle oscille entre deux bords, que sont la contrainte et la liberté, avec pour principal objectif la libération du sujet, c'est-à-dire son émancipation. Ainsi, l'autorité n'est pas une aliénation, mais un cheminement vers l'émancipation. Deuxième postulat. Un cheminement vers l'émancipation, c'est-à-dire un cheminement vers la construction de soi. Je vous propose une phrase de Jean-Jacques Rousseau que je trouve très juste dans ce qu'elle dit de la relation d'autorité et de la priorité que l'enseignant doit accorder à l'élève qu'il a en face de lui lorsqu'il exerce son métier. Rousseau dit « L'autorité regarde plus à l'avantage de celui qui la reçoit qu'à l'intérêt de celui qui commande. » Ce qui veut dire que l'adulte, à partir du moment où il ne cherche pas en permanence, lorsqu'il est en classe, à restaurer sa position pour répondre à des buts subjectifs narcissiques, à restaurer sa position pour écraser l'autre dans un rapport de force qui serait nécessairement délétère, mais lorsqu'il restaure un lien d'autorité dans la perspective d'aider les enfants à grandir et à comprendre que ce qu'ils font, par exemple, à cet instant-là, n'est pas ce qu'ils souhaitent que les enfants fassent parce que ça porte atteinte à un certain nombre de principes liés à la dynamique de groupe, au collectif de classe, à l'éthique. À ce moment-là, l'enseignant construit un rapport vertueux à l'autorité. Et c'est un aspect très important parce que, en aparté, il y a un certain nombre de travaux en sciences humaines et sociales, en sciences de l'éducation, qui tendent à décrier ce que l'on peut appeler l'autorité charismatique. Alors, le charisme, pour faire simple, c'est le scintillement de la personnalité. C'est ce que dit Max Weber. Une personne charismatique, c'est une personne, d'une certaine manière, qui vous subjugue. Et ce scintillement de la personnalité, il peut affaiblir l'autorité telle que nous l'avons définie, c'est-à-dire l'autorité éducative, car un enseignant charismatique, c'est un enseignant qui maintient l'autre sous emprise. Bruno Robb dit « Il utilise la manipulation au lieu d'utiliser la force, mais sa finalité reste de soumettre l'élève, de le soumettre à ce qu'il est. » Or, il me semble que c'est une façon de voir les choses qui est un peu réductrice, dans la mesure où le charisme est aussi un constituant de la relation d'autorité, à la condition qu'il ne soit pas envisagé sous cet angle-là. Toute autorité, à mon sens, alors ça c'est un point de vue personnel et on pourra en discuter, repose pour partie sur le charisme de l'enseignant. Pour partie seulement. Pour partie, parce que d'une certaine manière, et repensez peut-être aux enseignants qui vous ont marqué, repensez aux figures qui sont inspirantes pour vous, aux autrui significatives d'une certaine manière, qui existent à vos yeux. Généralement, les enseignants dont on se souvient, ceux qui nous ont marqués positivement, ceux qui nous ont permis de cheminer, de progresser, sont des enseignants qui, à nos yeux en tout cas, existaient différemment des autres. Et peut-être qu'il y a un peu de charisme dans cette idée-là, mais on pourra en rediscuter plus tard. Alors, je vous propose quelques caractéristiques. Là encore, pour essayer de borner notre sujet et de bien comprendre de quoi l'autorité est faite, de quoi est-ce qu'elle est constituée. Premièrement, et ça me semble essentiel, vous l'avez compris, l'autorité est une relation d'influence passagère. Éric Préra dit « Tout enseignant, tout éducateur, d'une certaine manière, admet un jour l'idée qu'il doit disparaître. » Tout enseignant, tout éducateur travaille à sa propre mort symbolique.
Pourquoi est-ce qu'il travaille à sa propre mort symbolique? Parce que justement la relation d'autorité est passagère. Nous entrons dans la vie des élèves pour un temps donné. Loïc Lemeur, lors de la dernière journée Jean Zoro, a dit quelque chose d'approchant en disant finalement une éducation qui réussit, c'est un adulte qui disparaît. Il y a un peu de cette idée-là. C'est-à-dire qu'un enseignant qui fait autorité, c'est un enseignant qui est capable de s'effacer progressivement pour laisser de la place, de l'autonomie à l'enfant, pour lui permettre à cet enfant de cheminer et de cheminer par lui-même. Deuxième caractéristique, l'autorité repose sur une chose essentielle, la confiance. Or, la confiance est fragile. Souvent, chez les jeunes, la confiance prend l'allure de la défiance. Vous avez des adolescents, par exemple, qui peuvent se méfier de vous, qui peuvent vous défier, qui peuvent ne pas vous faire confiance. La confiance se gagne. La confiance se gagne, mais en tant qu'elle se gagne, elle se perd. Et elle se perd très rapidement. Parce que là encore, le propre de toute confiance, c'est que d'une certaine manière, il peut y avoir trahison ou déloyauté. Donc la confiance n'est jamais acquise pour de bon. Et à ce titre-là, l'autorité, elle non plus, n'est jamais acquise pour de bon. Ce qui est gagné un jour peut être perdu le lendemain. Les repères que vous avez construits avec une classe ou avec un élève en particulier peuvent voler en éclats la semaine suivante, sans qu'il n'y ait nécessairement à vos yeux de raison particulière. Tout est toujours à faire, tout est toujours à recommencer. Les enseignants qui exercent par exemple dans les milieux plus difficiles le savent bien, vous ne pouvez pas vous permettre de relâcher l'attention et la vigilance. Lorsque vous relâchez l'attention et la vigilance, les repères que vous avez érigés s'effritent. Et de fait, votre autorité est à nouveau contestée alors même que vous aviez progressé. Donc, là encore, c'est une caractéristique qui me semble importante. L'autorité est un processus relationnel, dynamique et instable. L'autorité est un processus relationnel, dynamique et instable. Dynamique parce qu'elle se construit, et elle se construit au gré des expériences vécues et partagées. Instable parce que, à l'image de la confiance sur laquelle elle repose en tant que socle, cette autorité n'est jamais acquise pour de bon. Elle dépend de la nature des liens que vous allez tisser avec les élèves et de la cohérence, de l'homogénéité des repères que vous êtes en capacité d'instituer à l'intérieur de la classe. Daniel Thym dit en quelques mots ce que je viens de tenter de vous expliquer. Le travail d'instauration préalable pour construire des situations pédagogiques dans lesquelles les apprentissages sont possibles produit rarement des effets durables. Tout est toujours à faire. Il apparaît comme un combat sans cesse à recommencer. Et il faut donc faire preuve de résilience. Faire preuve de résilience pour réinstaurer chaque jour un ensemble de règles, un ensemble de dispositifs comportementaux qui pourraient justement vous amener à cadrer l'activité des élèves. Troisième série de remarques à propos des caractéristiques de l'autorité. L'autorité se construit. Et contrairement à ce que l'on peut parfois penser, elle n'est pas innée, et j'ajouterais peut-être avec un grain de nuance, elle n'est pas qu'innée. Certains individus ont des prédispositions particulières, mais l'autorité fait figure de compétence. Et comme toute compétence ou comme toute habileté, elle s'acquiert, elle se construit. Elle s'acquiert et elle se construit généralement lorsque l'on est confronté à la réalité du métier, dans l'exercice pratique, dans des rapports de relation avec les élèves, d'échange. Elle se construit grâce à un processus tâtonnant d'essai-erreur. Lorsque l'on se trompe une fois, on retient généralement un certain nombre d'enseignements qui nous permettent, la fois précédente, d'agir autrement, de faire autrement. Donc l'autorité est une construction sociale, et j'aurais même tendance à dire une construction sociale permanente. Et j'en reviens au point précédent parce qu'elle n'est jamais acquise pour de bon. L'autorité
dit Bruno Robb, ne se délègue pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis en difficulté avec une classe et que je demande à quelqu'un d'exercer l'autorité à ma place, en réalité, cette personne ne me rend pas service. En réalité, cette personne contribue par son intervention à fragiliser l'image que je peux avoir aux yeux des élèves. L'autorité ne se délègue pas car elle est un processus relationnel intersubjectif qui me concerne en propre. Mon statut d'enseignant me conduit à exercer une autorité particulière dans un établissement scolaire et à ce titre, les enfants, les élèves attendent que je sois en capacité de faire ce qu'ils attendent que je fasse. Donc la délégation d'autorité peut produire des effets délétères. L'autorité se délègue en revanche lorsque j'étends le périmètre de mon intervention à autre chose qu'à moi-même. Je vous donne un exemple très concret. En EPS, vous le savez, l'une des richesses de notre métier, c'est que les enfants, les élèves, sont à la fois pratiquants, mais s'investissent aussi dans des rôles sociaux. Eh bien, d'une certaine manière, lorsque je délègue une responsabilité particulière à un élève, en lui demandant d'être arbitre, en lui demandant d'être juge, en lui demandant d'être coach ou observateur pour conseiller son camarade, d'une certaine manière, il endosse momentanément une position d'autorité sur autrui. L'arbitre, il fait autorité, ou il est censé faire autorité, pendant un match. Mais toute la difficulté, et j'en reviens à un élément que je vous ai présenté préalablement, c'est que l'autorité repose sur la reconnaissance de la légitimité. Et quand les enfants ne sont pas reconnus comme légitimes par leur père, quand il y a un défaut de compétence qui fait obstacle à la possibilité d'être reconnu comme légitime, de fait, la figure de l'arbitre, la figure du juge, s'effondre, s'effrite. Troisième élément, l'autorité articule deux positions distinctes et complémentaires que sont la symétrie et l'asymétrie en un seul mot. Ou pour le dire plus lisiblement, pour ceux qui ne voient pas le diapositive, la symétrie et la dissymétrie. Pourquoi? Parce que dans une classe, et je vous en ai parlé tout à l'heure, l'autorité vient contractualiser la relation pédagogique. Et la relation pédagogique en tant que relation éducative est nécessairement dissymétrique. Il y a une dissymétrie générationnelle, l'adulte n'est pas l'enfant, et en ce sens-là, l'adulte a un devoir d'antécédence. Et il y a une dissymétrie statutaire, parce que le maître, l'enseignant, n'est pas l'élève. Et que le maître ou l'enseignant a un certain nombre de contenus et de savoirs à inculquer à l'élève. Et en même temps, dans la classe, les rapports entre le maître et l'élève sont parfois des rapports d'horizontalité. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité est doublement dynamique. On a vu tout à l'heure que l'autorité était un processus dynamique au sens où elle était instable, mais l'autorité est aussi un processus dynamique au sens où elle articule des moments où l'enseignant est plus en surplomb et des moments où l'enseignant peut être placé sur le même plan que l'élève. Des moments où l'enseignant est face à l'élève, d'autres moments où il est à ses côtés. Et ces moments sont précieux, car dans ces moments, il est possible de construire des liens qui sont essentiels et indispensables aux apprentissages et à la construction d'une culture de classe partagée. Donc l'autorité repose sur l'articulation étroite de la symétrie et de la dissymétrie en tant que posture éducative. Alors, après vous avoir proposé ces quelques éléments de réflexion plus théoriques, je vous propose une définition. Et je vais tâcher de présenter une définition du concept d'autorité qui se veut la plus lisible possible. Olivier Reboul, philosophe de l'éducation, dit dans un ouvrage qui s'intitule « La philosophie de l'éducation », quelque chose qui me semble finalement bien résumer ce qu'est l'autorité. Il dit « L'autorité, c'est la capacité qu'a quelqu'un à faire quelque chose à quelqu'un d'autre. » En d'autres termes, la capacité à faire obéir quelqu'un sans toutefois recourir à la violence. En étant capable de trouver
des arguments et ou d'exercer son statut pour que l'autre puisse faire ce que je lui demande de faire. J'entrevois de fait l'autorité sous l'angle suivant. Il me semble que c'est une relation d'influence positive, exercée par un enseignant sur l'élève, sur l'ensemble des élèves qu'il a en responsabilité si on réfléchit à cette question à l'intérieur de la classe, à l'intérieur des établissements scolaires. Cette relation est nécessairement transitoire et instable. On l'a vu, elle est transitoire parce que l'autorité a pour finalité l'émancipation et la libération du sujet. Elle est instable, on l'a vu également pour un certain nombre de raisons, liées à la fragilité du socle qu'est la confiance, liées au fait que tout est toujours à faire et que les repères ne sont pas intangibles. Elle articule symétrie et asymétrie dans le but d'aider l'enfant à grandir. En conséquence, l'autorité ne s'oppose pas à l'autonomie, c'est le moyen même d'y accéder.